Bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir. Je suis Frédérique Giraud, je suis présidente de la PSP et médecin en soins palliatifs. Et on vous propose ce soir une conférence toujours en visio, puisque vous connaissez les circonstances actuelles et on est heureux là pour la troisième fois de proposer des réunions pour nos adhérents sur les thèmes qui nous réunissent autour des soins palliatifs et ce soir de la douleur en particulier, sous la forme de la visioconférence. C'est une façon de continuer en fait les espaces d'échange et de partage entre nous et on est très heureux en fait de votre participation large et de votre implication. Je vais passer la parole à Cécile Bernard, qui va modérer la soirée, qui va présenter les intervenants de cette soirée. Je vous retrouve tout à l'heure pour une conclusion. Bonne soirée. Avant que Cécile prenne la parole, je voudrais vous rappeler que vos micros sont fermés parce qu'il y a beaucoup de participants et que ça risque de faire des interférences. Donc, vous pourrez poser vos questions à la fin de toutes les interventions par chat. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, donc pour tout ce qui sera question, comme c'est noté sur la diapo, vous pourrez poser vos questions en chat et on les posera, on se chargera de les poser aux intervenants à la fin des deux interventions. Donc bonsoir, Cécile Bernard, donc je suis vice-présidente de la PSP et médecin en soins palliatifs. Pour une soirée qu'on est content d'organiser, même si initialement elle avait été prévue en réel, on va dire ça comme ça, puisque maintenant en présentiel. Nouveau terme adopté depuis maintenant quelques mois. C'était une conférence qu'on avait imaginée le 9 mars 2020, une de nos premières qui a été annulée. Et on a eu la chance d'avoir deux personnes, notamment Philippe Poulain, qui avait répondu présent pour nous parler de la méthadone. Donc le docteur Philippe Poulain est anesthésiste, médecin de soins palliatifs et de douleur depuis longtemps, avec beaucoup d'expérience. Il a beaucoup travaillé sur plusieurs sujets, notamment la méthadone, mais aussi Opioconvert. Il est actuellement sur Tarbes, médecin coordonnateur en HAD et responsable aussi du DU de soins palliatifs et de la douleur. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui il y a quelques années lors d'une expérience à l'étranger. Donc, il va nous présenter évidemment la prise en charge de la douleur et l'utilisation de la méthadone. Et pour compléter et aussi avoir un versant pratico-pratique, on est très content d'avoir Marie-Louise Gissereau, médecin sur l'unité de soins palliatifs de la Seine-sur-Mer, qui est de notre région, qui nous avait sollicité et qui nous avait interpellé sur son souhait de pouvoir évoquer ce sujet qu'elle affectionne, puisqu'elle a, au travers de différentes formations, elle s'est appropriée la méthadone et elle a été pu l'utiliser avec ses patients et ça lui tenait vraiment à cœur de présenter cet aspect de son travail. Et donc, je la remercie beaucoup pour la préparation et l'implication pour cette soirée. Puis, merci à tous d'être là, d'être présents, chacun derrière nos écrans, mais finalement quand même de pouvoir continuer à échanger et partager pour que malgré les conditions actuelles, on puisse continuer de penser et d'apprendre ensemble. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais du coup passer la parole à Philippe, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de nous, mais derrière son écran aussi. Bonne soirée, merci. Philippe, je vous ai donné la main. On va essayer d'envisager la méthadone. Alors, la méthadone, c'est un produit que j'ai utilisé depuis de nombreuses années à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, il y a déjà une vingtaine d'années, et que progressivement, j'ai acquis l'habitude d'utilisation et j'ai participé en coordonnant avec l'Agence nationale de sécurité du médicament à l'étude ECUMED que j'ai coordonnée. Et je vais vous parler de cette étude parce qu'elle a été le pivot de l'obtention de l'AMM de la méthadone pour traiter la douleur du cancer. En sachant que ce produit a été utilisé fréquemment en Europe depuis de nombreuses années, mais en France, il y avait une réelle résistance à l'utilisation de la méthadone pour la douleur, puisque nos autorités voulaient la réserver essentiellement
à la substitution. Alors, comme vous voyez sur cette diapositive, la méthadone, c'est une molécule qui est assez proche de la morphine. Alors, la morphine, c'est ce que vous voyez ici en bleu, là, avec, par exemple, l'hydromorphone qui, à la place de cette liaison alcool-OH, a une liaison cétone. Mais donc, c'est du même ordre. Pourtant, la morphine et l'hydromorphone sont des produits extrêmement hydrosolubles, alors que la méthadone, avec sa configuration, est surtout liposoluble. La liposolubilité lui accorde à ce moment-là une puissance, une rapidité d'action plus importante que pour les deux molécules dont je viens de parler. Bon, alors la méthadone, c'est un produit qui est un opioïde tout d'abord, qui se fixe sur les récepteurs essentiellement mu et qui a aussi une action sur les récepteurs NMDA. Et par cette action sur les récepteurs N-méthyldiaspartate, elle assure une activité qui est intéressante dans la douleur neuropathique. Et non seulement il y a une activité sur les récepteurs NMDA, mais elle a également une action sur la recapture de la noradrénaline qui a été mise en évidence chez l'animal avec un petit peu plus de difficulté chez l'homme. Et même on parle d'inhibition de la recapture de la sérotonine également. Alors, l'intérêt dans la douleur du cancer, c'est évident puisque souvent, cette douleur, lorsqu'elle est évoluée, est une douleur qui est mixte, nociceptive et neuropathique. Donc, avec cette action sur les récepteurs MU, sur les récepteurs NMDA, si vous pouvez passer, la méthadone peut être donnée rapidement avec une action en 10 à 15 minutes après une prise Péros et un maximum d'efficacité dès 1 heure après la prise. Contrairement à la morphine, mais je vous l'ai dit, c'est parce qu'elle est essentiellement liposoluble et d'autre part, elle est métabolisée de manière totalement différente par l'intermédiaire des cytochromes. Elle a une très bonne biodisponibilité, ce qui fait qu'on retrouve environ 80 à 95% de la méthadone qui va être utilisée pour la douleur. Alors, intéressant, c'est aussi sa longue demi-vie d'élimination. Alors, elle est variable d'un individu à l'autre, mais en gros, on peut dire que la médiane est aux alentours d'une journée de demi-vie, mais ça peut aller bien sûr de 12 à 60 heures dans les cas extrêmes. Alors, le métabolisme de la méthadone, comme je l'ai dit tout à l'heure, est essentiellement lié au cytochrome P450. Alors attention, là, c'est un des problèmes parce qu'il y a des risques d'interaction médicamenteuse avec certains médicaments qui sont utilisés notamment en oncologie. On en verra certains un petit peu plus tard. Par contre, le gros avantage, c'est que les métabolites de la méthadone ne sont pas toxiques et ne sont pas actifs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune contre-indication à l'utiliser en cas d'insuffisance rénale, voire même de dialyse. Et c'est probablement le meilleur médicament à utiliser chez le patient qui est sous dialyse, dans la mesure où il y a une grande stabilité d'action de ce produit. Et moi, je dis aussi que c'est un produit qui est très intéressant, à petite dose bien évidemment, chez les personnes âgées qui ont une fonction rénale qui est très altérée et chez qui, de temps en temps, la morphine peut être source d'effets secondaires importants et notamment de somnolence. Alors, le fait qu'elle soit très liposoluble va entraîner une accumulation dans les graisses et c'est là un des problèmes majeurs que l'on rencontre avec la méthadone, c'est que lorsque les récepteurs sont pratiquement tous saturés par de la méthadone, il peut y avoir un relargage de méthadone à partir du tissu adipeux et entraîner donc des surdosages à distance des premières prises. Et c'est en général dans les 4-5 jours après les premières prises que ce relargage a lieu. Donc nous devons être particulièrement attentifs à ce problème. Alors la NSM avait déjà autorisé l'utilisation de la méthadone dans la douleur du cancer en 2010 dans des recommandations spécifiques chez les patients atteints de douleurs importantes et cancéreux. Elle a autorisé la commercialisation de chlorhydrate de méthadone qui est appelé le Zorion et qui est commercialisé sous ce nom en France.
C'est le même principe que la méthadone qui est donnée sous le nom de chlorhydrate de méthadone pour les toxicomanes, mais là, il y a une volonté de l'Agence du médicament de voir quelle est cette utilisation, comment elle est faite, et donc maintenant, si vous devez prescrire de la méthadone à un patient douloureux, vous devez la prescrire sous forme de Zorion. Alors c'est sous forme de gélule, mais c'est aussi sous forme de liquide, comme la méthadone classique qui est donnée pour la substitution dessus. Alors, regardez bien l'indication qui a été donnée par l'AMM, qui remonte maintenant il y a à 1 an à peu près. Ce sont les adultes et les adolescents à partir de 15 ans pour traiter les douleurs de fond, de la douleur cancéreuse, d'intensité modérée à sévère, mais en deuxième intention, c'est-à-dire chez des patients qui ne sont pas soulagés de façon adéquate par d'autres opioïdes de palier 3. Alors c'est soit une insuffisance d'efficacité, soit l'existence d'effets indésirables excessifs avec les autres molécules. La posologie et le mode d'administration, eh bien, il est recommandé et obligatoire dans l'AMM que le produit soit instauré par une équipe hospitalière et que le patient soit sous hospitalisation pendant environ 1 semaine jusqu'à ce qu'il soit équilibré. En ce qui concerne la posologie, on le verra tout à l'heure, et notamment ma collègue vous en parlera beaucoup plus largement que moi, elle doit être déterminée de manière individuelle et il y a plusieurs protocoles que l'on évoquera pour équilibrer un patient sous Zorion. Dans les recommandations qui ont été faites en 2010, il était précisé que la méthadone pouvait être donné selon 2 protocoles différents. Un premier protocole qui se faisait par une administration à la demande et l'autre par une administration à intervalles fixes. Puisque le produit peut se mettre à recirculer aux alentours de 4 ou 5 jours, il faut être particulièrement vigilant durant cette période. Et d'autre part, autre problème lié à la méthadone, c'est qu'elle peut favoriser l'élargissement d'un espace QT et donc une surveillance électrocardiographique qui doit être effectuée. Donc, avant de traiter un patient par méthadone, il faut faire un électrocardiogramme et si l'espace QT est normal, eh bien, a priori, il n'y a pas de problème et il est conseillé de refaire un autre électrocardiogramme. J'estime qu'au bout de 7 jours, à la fin de l'équilibration en général, le patient peut avoir un autre électrocardiogramme et en général, il ne se modifie pas cet espace QT, sauf si on introduit d'autres médicaments qui vont eux aussi intervenir sur l'espace QT chez nos patients. J'ai vu. Alors, donc, le patient doit être hospitalisé lors de la phase de titration. Une surveillance appropriée doit être faite, avec notamment surveillance des fréquences respiratoires et surveillance de l'état de conscience du patient. Une fois que la posologie de fond a été déterminée, eh bien, le traitement va être poursuivi à domicile. Les éventuels risques de surdosage qui peuvent survenir si on modifie le traitement de base du patient et qu'on introduit des médicaments qui vont interférer avec le métabolisme de la méthadone doivent être bien évidemment enseignés. La suivante. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a des associations méthadone et autres produits qui sont indiqués, et notamment l'association agoniste-antagoniste, mais ça on le sait, hein, avec la buprenorphine, l'analbufine, mais également avec des produits qui sont très courants chez les patients atteints de cancer et notamment les antidépresseurs, le citalopram et l'escitalopram, la donepéridone, l'hydroxyzine, donc il faut quand même bien se méfier de ces produits, le millepertuis avec ses tisanes, l'oxybate de sodium, ça c'est beaucoup plus rare, c'est le gamma-wash qui est utilisé dans les sédations, et la piperacine. La suivante. Alors, le problème avec la méthadone, c'est qu'il n'y a pas de ratio de conversion fiable entre les différents opioïdes que l'on connaît et la méthadone. Et ainsi, on a des ratios d'équiantalgie qui peuvent varier du simple au triple.
Et donc, on ne peut pas se fier à de tels ratios. C'est une des raisons qui rend l'utilisation de la méthadone peut-être un petit peu plus difficile, notamment son équilibration, puis ensuite, éventuellement, si on désire l'arrêter, sa conversion. Et à chaque fois, il va falloir favoriser la sécurité, donc donner des petites doses des produits, quels qu'ils soient, et de pratiquer une nouvelle titration, comme si on recommençait tout à zéro. La suivante. Alors justement, il y a l'application PureConvert. Alors, cette application, elle a été réalisée par l'association d'un groupe de travail que je coordonne entre l'AFSOS, la SFETD et l'ASFAP. Et nous nous sommes attachés à essayer de voir dans une optique de sécurité quels étaient les ratios de conversion que l'on devait utiliser entre les différents médicaments. Alors, l'application PureConvert, c'est pas une application, c'est un site web, mais que vous pouvez rapatrier très facilement sur vos smartphones, et vous avez les différents produits qui sont proposés. Vous choisissez le produit. Par exemple, ici, on a choisi l'oxycodone parmi fentanyl, hydromorphone, méthadone et morphine. La suivante. Donc, vous mettez la dose, 60 mg par 24 heures d'oxycodone, et vous voulez le transformer, par exemple, en fentanyl, et vous avez la réponse, oups là, ça va un petit peu vite, mais qui est de 37 microgrammes heure pour les patchs de fentanyl. J'attire votre attention sur le fait que cette règle au PureConvert est faite pour éviter tout risque de surdosage chez les patients. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous obtenez un ratio de conversion entre un produit et un autre, vous êtes normalement à un niveau le plus bas possible pour éviter tous les risques. Donc, il est important de donner des doses supplémentaires. Là, par exemple, si vous êtes avec un patch de fentanyl, vous pouvez donner des doses supplémentaires équivalentes à cela au cas où le patient ressentirait de nouveau des douleurs, et ensuite, eh bien, on fera une deuxième titration. La suivante. Voilà, alors par exemple pour la méthadone pérose, vous voyez qu'il y a tout un laïus qui met quand même suffisamment en garde les patients, et donc pour ce patient qui était avec ces doses-là de fentanyl, eh bien si on le passe à la méthadone, on aura un résultat qui sera de 6 mg par prise. Suivante, de méthadone pérose. Alors, nous avons fait donc des recommandations en intersociété pour l'utilisation pratique de la méthadone dans le cadre des douleurs en oncologie. La suivante. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux possibilités pour faire le relais. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque ça sera certainement évoqué par ma collègue un petit peu plus tard. Il y a deux méthodes. On arrête le produit et on passe à la méthadone et on arrête totalement le produit. Ou bien, dans certaines recommandations, il est proposé de diminuer progressivement le produit que le patient prenait antérieurement et d'augmenter progressivement la méthadone de manière à ce qu'il y ait un chevauchement pendant 48 à 72 heures entre les deux produits. Et puis ensuite, il y a une autre possibilité, c'est soit que le patient lui-même se contrôle sa douleur en prenant des doses supplémentaires de méthadone. C'est relativement faisable dans la mesure où la méthadone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, agit assez rapidement, et éventuellement, on peut le faire par des doses fixes, comme on fait habituellement avec d'autres produits, toutes les 8 heures en général, ou toutes les 12 heures, et le patient peut se prendre des doses supplémentaires entre les doses fixes. La suivante. Alors, les recommandations du groupe de travail sur les modalités du relais entre les opioïdes précédents et la méthadone, eh bien, il nous a semblé plus pratique et plus simple de préconiser un relais immédiat sans chevauchement, c'est-à-dire passer directement d'une molécule vers la méthadone et de ne pas chevaucher les deux, c'est beaucoup plus simple, et aussi de proposer une auto-équilibration par le patient. Pourquoi ? Parce que les sous-dosages que l'on peut avoir vont exposer à un retard au contrôle de la douleur.
Et donc là, le patient, s'il peut se prendre lui-même ses doses, eh bien, dès qu'il est douloureux, il le fera. Et d'un autre côté, s'il n'a plus mal, il n'en prendra pas et on espère pouvoir diminuer les risques de surdosage lors de cette période d'équilibration. En réalité, on le verra sur l'étude que nous avons conduite, qui est cette étude Equimet, qu'il n'y a pas réellement de différence entre les deux modes d'équilibration. Donc, je rappelle quand même que la publication date de 2016, que c'était publié dans le Journal of Pain and Symptom Management, et que il était indiqué que la prescription de méthadone était en deuxième ligne et d'autre part qu'elle se basait sur les recommandations de l'AFSAPS de juin 2010. Suivante. Les objectifs, c'était de comparer donc les taux de succès et d'échec des deux méthodes d'équilibration, stop and go, avec ou sans auto-équilibration par le patient. Alors bien sûr, c'est non seulement comparer la rapidité, la qualité de l'analgésie, mais également d'évaluer les effets secondaires avec la sécurité du traitement, la qualité de vie des patients, et puis également l'avis du prescripteur sur l'initiation du traitement. Nous avons suivi les patients pendant 3 mois, donc c'est relativement long pour des patients qui sont dans cette situation-là. Alors c'est une étude qui a été ouverte, qui a été faite avec tirage au sort, multicentrique, et nous avons randomisé en 2 groupes. Le groupe A qui avait de l'analgésie autocontrôlée sans chevauchement, et le groupe B qui avait des doses fixes avec le chevauchement des 24 heures, qui étaient les 2 méthodes recommandées par l'AFSAPS en 2010. La suivante. Alors, dans le premier groupe, le groupe A, eh bien, conversion directe et puis administration par le patient à la demande de la méthadone. La suivante. Dans le groupe B, ce sont des doses fixes, donc données toutes les 8 heures, avec un chevauchement entre le premier produit et le deuxième produit. Et vous voyez que dans ce protocole, eh bien, c'est pour ça que nous l'avons un peu écarté dans les recommandations, parce qu'il nous semblait un peu trop complexe, vu que les doses de méthadone qu'il fallait donner pour débuter l'équilibration dépendaient des doses en équivalent morphine que les gens prenaient, que les patients prenaient avant qu'on décide de passer à la méthadone. Et plus les doses de méthadone étaient élevées, d'opioïdes étaient élevées, plus les doses de méthadone que recevaient les patients prises toutes les 8 heures, eh bien, était élevé avec un maximum de 30 mg par prise. Et c'était d'ailleurs pareil pour le groupe A. Au départ, on ne dépassait pas 30 mg par prise. Suivante. Je vais aller un petit peu plus vite, on va passer parce que c'est juste de la technique. Suivante. Alors, pour la population, donc là j'ai pris les schémas, ils sont en anglais, mais ils sont originaux, qui sont publiés dans le Journal of Pain and Symptom Management. Donc, nous avons inclus 64 patients dans le groupe A, c'est-à-dire auto-équilibre. Dans le groupe B, 63 patients, donc un total de 127 patients dans ces 2 groupes. Ensuite, les douleurs étaient surtout des douleurs mixtes, puisqu'il y a 84%, avec un équilibre entre les 2 groupes qui était à peu près équivalent, 81%, 86% dans le groupe B. Tous les patients avaient des douleurs aiguës paroxystiques, puisqu'ils étaient mal soulagés, aux alentours de 80%. Et puis, le nombre d'accès de douleur dans la journée était à peu près équivalent dans les 2 groupes, entre 4 et 5 accès par jour. Suivante. Ensuite, qu'est-ce qu'ils avaient comme médicaments opioïdes avant la méthadone?
Eh bien, une partie avait de l'oxycodone, comme vous le voyez, une partie du fentanyl en patch, une partie de la morphine, une partie avec de l'hydromorphone, et quelques-uns étaient traités par analgésie autocontrôlée, par sufentanil ou analgésie régulière avec le sufentanil en pompe. Suivante. Pourquoi est-ce qu'on a changé vers la méthadone? La plupart du temps, c'était parce que il y avait un défaut d'efficacité, des effets secondaires importants, mais ce n'était pas le plus important. Mais par contre, lorsqu'il n'y avait un défaut d'efficacité et des effets secondaires, là on se retrouve avec un nombre de patients qui est relativement conséquent, mais qui est à peu près équivalent dans les deux groupes. La suivante. Donc, si on regarde un petit peu comment ça s'est passé, eh bien, on voit que nous avons eu un nombre de patients qui était 73 dans les deux groupes, qui est descendu progressivement. Et il y a seulement 48 patients qui ont terminé leur équilibration dans le groupe autocontrôle et seulement 25 dans le groupe avec administration systématique. Ça, ce sont les patients qui ont suivi le protocole tel qu'il était écrit. Et on se rend compte qu'il y a eu des déviations majeures du protocole. 23 patients dans le groupe auto-administration, mais 2 fois plus dans le groupe administration régulière. Ce qui veut dire que l'étude est difficilement interprétable dans la mesure où nous avons un bon nombre de patients qui n'ont pas respecté le protocole. Et pourquoi ça n'a pas été respecté? La majeure partie du temps, parce que les médecins ont estimé qu'ils ne devaient pas augmenter les doses alors que c'était prévu, ou ont décidé d'augmenter les doses alors que ça n'était pas prévu, etc., etc. Donc, les médecins n'ont pas respecté correctement le protocole. Néanmoins, cette étude est quand même très intéressante, puisque cela montre que un grand nombre de patients du groupe A, c'est-à-dire autocontrôle, ont quand même respecté ce protocole, qui veut dire que ça semble un petit peu plus simple que dans le groupe B, où malheureusement, il y a beaucoup moins de patients qui peuvent être équilibrés. 3 mois de traitement, c'est environ une trentaine de patients dans les deux groupes. Ce qui fait que lorsque l'on regarde un petit peu les échelles de douleur, eh bien, on voit que les patients étaient à peu près bien équilibrés tant dans le groupe A que dans le groupe B. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Il n'y a pas vraiment d'overdose tant dans un groupe que dans l'autre, mais il y a eu quelques patients qui ont quand même fait des diminutions de la fréquence respiratoire inférieure ou égale à 8, qui étaient pour nous les signes d'overdose. Je vous prie de m'excuser. L'intensité de la douleur entre les deux groupes, vous voyez qu'elle baisse puisque le patient était aux alentours de 6, 6,5 de douleur dans les deux groupes. En rouge, vous avez l'autocontrôle et en bleu, la prise régulière des doses. Et vous voyez qu'il faut environ 7 jours pour obtenir une douleur en moyenne qui est entre 3 et 4 sur une échelle de 0 à 10, avec une baisse quand même significative de plus de 3 points de la douleur, avec l'équilibre par méthadone, quel que soit le protocole utilisé. La suivante. Quand on regarde l'intensité dans le temps maintenant, et on va jusqu'au 56, 60e jour, donc 2 mois de traitement, eh bien, on voit que c'est à peu près équivalent dans les deux groupes et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre l'intensité de la douleur dans le groupe prise régulière et dans le groupe prise à la demande, puisqu'on est aux alentours de 3,5, 4 sur 10, avec un score de départ de 6,5 sur 10. Suivante. Maintenant, vous voyez que ça descend très très vite, hein, et qu'en moins de 7 jours, la plupart des patients sont équilibrés. Il y a quand même un petit nombre de patients qui sont équilibrés entre 7 et 14 jours, et tous sont totalement équilibrés
à peu de choses près, à 14 jours après le début du traitement. La suivante. Alors maintenant, on a posé la question aux médecins. Est-ce que c'était facile, difficile ou pas d'équilibrer ces patients? Et vous voyez qu'on a des résultats qui sont absolument équivalents dans les deux groupes, A ou B. Il y a simplement 2%, moins de 2% des patients qui ont trouvé que c'était difficile, 20% que c'était difficile, pardon, 2% extrêmement difficile, et la plupart des prescripteurs ont trouvé que c'était facile ou extrêmement facile d'équilibrer ces patients sous méthadone. La suivante. Alors ensuite, les effets secondaires, ils sont à peu près équivalents dans les groupes, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. C'est les effets secondaires classiques que l'on rencontre avec les opioïdes. Quelques hallucinations, des patients qui ont des insomnies, des myoclonies, des tremblements. Voilà. Suivante. Nous avons eu dans les deux groupes 3 patients qui ont eu au moins, 8 ou moins de 8 fréquences respiratoires par minute dans le groupe autocontrôle. Dans le groupe B, il y en a eu un petit peu plus et quelques patients ont ressenti de la dyspnée. Il n'y a pas eu réellement de surdosage puisqu'on n'a jamais eu recours à l'utilisation de l'analoxone pour reverser la méthadone. Néanmoins, il y a des patients pour lesquels on a posé et on les a stimulés au niveau respiratoire et on leur a mis de l'oxygène dans 10% des cas environ, tant dans le groupe autocontrôle que dans l'autre. Donc, en réalité, on peut dire que les deux méthodes de titration sont à peu près équivalentes. Suivante. Et cette étude a permis finalement d'obtenir l'AMM pour la méthadone parce que les autorités voulaient à tout prix avoir un reflet de ce que pouvait être le traitement sous méthadone. J'attire votre attention sur le fait que les patients étaient surveillés pratiquement toutes les 2 à 3 heures, même pendant la nuit. Je pense que s'ils n'avaient pas été sous protocole, on ne serait même pas rendu compte que certains avaient une fréquence respiratoire qui était diminuée. Ça doit être à peu près la même chose que l'on rencontre avec des patients classiques qui sont traités par un opioïde quelconque en plein milieu de la nuit lorsqu'ils dorment. On a essayé de voir si on pouvait savoir comment repasser de la méthadone vers d'autres opioïdes. Il n'y a pas de ratio possible à déterminer. Et en cas de nécessité, pour passer de la méthadone aux opioïdes, on utilise un ratio qui est très différent de ce qu'il y avait au départ, puisqu'on dit que 1 mg de méthadone per-os est égal à 1 mg de morphine IV. Donc si le patient, par exemple, prend 45 mg de méthadone, si on veut le passer à la morphine pour arrêter la méthadone, notamment en fin de vie lorsqu'ils ne peuvent plus avaler, on passe à 45 mg IV de morphine, IV ou sous-cutanée. Et dans certains cas, il peut arriver que les patients aient une recrudescence des douleurs neuropathiques, et là se pose l'indication éventuellement d'adjoindre de la kétamine. Voilà. La suivante. Vous voyez que pour la méthadone, c'est un médicament qui est relativement sûr, hein, mais il y a quand même des difficultés d'équilibration, raison pour laquelle il est recommandé de le faire en hospitalisation. Je voulais juste rajouter que la méthadone injectable est actuellement disponible en autorisation temporaire d'utilisation nominative et que certains de nos collègues utilisent donc le méphénon, qui est de la méthadone injectable, pour passer de la méthadone orale que les patients ne peuvent plus avaler, notamment en fin de vie, à une administration par voie parentérale. Le méphénon est la méthadone importée de Belgique, pour lequel en général on obtient une ATU en 24 à 48 heures. La suivante. Certains, et notamment nos collègues de outre-Atlantique, les Canadiens, qui utilisent la méthadone depuis longtemps,
préconise d'utiliser systématiquement la méthadone en coanalgésie, c'est-à-dire donner des très petites doses de méthadone en plus du traitement de base par les opioïdes classiques. Et ils estiment que par ce biais-là, ils diminueraient l'apparition de douleurs neuropathiques, d'une part, mais surtout les effets de tolérance aiguë que l'on peut rencontrer dans certains cas avec l'utilisation des opioïdes au long cours. Cependant, ce ne sont que des données qui sont rétrospectives et je n'ai pas encore vu à ce jour une seule étude qui ait été faite en prospectif pour démontrer l'efficacité de la méthadone en coanalgésie. Donc, le groupe douleur de la SFETD est en train là de proposer un protocole au niveau de l'Agence du médicament pour essayer d'évaluer si cette méthadone en coanalgésie peut avoir un intérêt scientifique ou pas. Voilà, je pense que j'ai fini pour la méthadone. Merci beaucoup, Philippe, pour cet exposé clair malgré les petits soucis techniques. C'est le miracle de Zoom. Et bon, on va continuer tout de suite avec Marie-Louise Gissereau. Voilà, je vous encourage à penser à des questions et à les réserver pour la fin des deux interventions. Merci. Bon, bonsoir à tous. Bon, maintenant, on va essayer. Merci beaucoup, Philippe, pour tout ce travail. Et effectivement, on va essayer je vais vous exposer un peu de façon très pratico-pratique comment instaurer un traitement par méthadone. J'imagine qu'après cette intervention, vous avez très envie d'essayer, que vous voyez que ça porte, il y a des réels bénéfices à l'utilisation, qu'il y a une AMM maintenant et que vous avez aussi des recommandations HAS qui sont sorties en janvier 2020 sur l'utilisation de la méthadone. Alors, on a vu qu'il y avait 2 protocoles de titration. Nous, on a commencé notre expérience effectivement avec le protocole Stop and Go, donc où on arrête l'opioïde précédent et le patient, excusez-moi, et le patient prend la méthadone à la demande, donc c'est de l'auto-analgésie. Alors, la première chose, pour déterminer la dose de méthadone, on convertit la posologie de l'opioïde précédent en équivalent morphine orale. On ne t'entend pas bien, Marie-Louise. Là, ça va? Oui. Donc, on prend la dose de MO, l'équivalent morphine orale, et on va prendre 10% de cette dose va correspondre à la dose unitaire de méthadone que le patient va prendre. Cette dose unitaire ne peut dépasser 30 mg par prise. Donc, après une première dose, le patient peut en prendre une deuxième avec dans un délai d'1 heure en cas de douleur résiduelle et sans dépasser 6 doses par 24 heures. Au bout de 24 heures, si le patient a pris plus de 3 doses, il y a une possibilité d'augmentation de 30 à 50%. En général, et vous verrez, je vais illustrer par les cas cliniques après, au bout de l'équilibre, les doses deviennent un peu plus fixes à partir du 4e, 6e jour. Effectivement, c'est une période, cette période est à surveiller particulièrement, comme vous l'a dit Philippe, par le risque de largage. Et d'ailleurs, s'il y a des signes de mauvaise tolérance, donc une fréquence respiratoire qui diminue ou des troubles de la conscience, on diminuera la dose donc, de méthadone dans ces cas-là. À partir du 6e jour, le patient est équilibré. Comment calculer la dose pour 2 fonds de méthadone? On prend la dose des 48 dernières heures qu'on divise par 4 et qu'on administre toutes les 12 heures. Donc ça, c'est votre dose de fond que le patient prendra matin et soir. Et il a la possibilité d'une interdose de 1/10 à 1/6 de sa dose fixe journalière, comme les autres opioïdes.
Alors, pour illustrer cette méthode donc, de titration, je vais vous exposer deux patients. Donc, nous, on a une expérience maintenant depuis, je dirais, 3-4 ans. Et on a commencé donc par cette méthode Stop and Go qui nous a paru effectivement plus simple d'utilisation. Mais on verra pourquoi on s'est mis aussi à la deuxième méthode, parce qu'on trouvait qu'on ne pouvait pas inclure tous les patients plus facile, complètement dans cette méthode. Marie-Louise, rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Merci. C'est un patient de 77 ans qui a une néoplasie pulmonaire métastatique osseuse et pleurale. La douleur est thoracique et elle évolue depuis plus d'1 an. Et il y a en rapport avec une masse pleurale, avec une lisse de l'arc postérieur de la 7e côte gauche. Ce patient a des pics douloureux à type de décharge électrique et il y a un retentissement important de la douleur sur l'état général. C'est un monsieur qui a un OMS 3 au moment où on le voit pour son équilibre antalgique. Là aussi, ce qui est souvent intéressant, c'est qu'on voit qu'on a souvent beaucoup de rotations avant qui sont effectuées. Donc là, le patient est d'abord traité par du Skenan, mais a des effets indésirables dès l'augmentation. Du coup, une première rotation est effectuée avec de l'oxycontin et malgré 6 interdoses, il persiste des effets indésirables et donc il n'y a pas d'amélioration de l'antalgie. Donc, il y a une véritable indication d'une rotation vers la méthadone. Nous, on dirait d'abord, effectivement, comme le dit l'AMM, par la persistance d'effets indésirables. Et là, on voit aussi qu'il y a une douleur qui est mixte avec une composante neuropathique et qui rend probablement l'intérêt d'une rotation par méthadone. Donc, ce patient, donc on est d'accord qu'il est à l'oxycontin 20 mg 2 fois. On prend donc cette dose journalière, ça fait 40 mg d'oxycontin, et on va calculer l'EMO. Donc d'abord, bien sûr, avant tout traitement par méthadone, on explique au patient et on obtient l'accord du patient au départ pour cette rotation. Effectivement, depuis que le terme de Zorion et qu'il y a l'AMM, je pense qu'il y a eu des réticences au départ parce qu'effectivement, la méthadone a quand même une connotation de produit, de substitution qui n'est pas toujours très facile d'obtenir l'accord du patient. Il faut une analyse du traitement médicamenteux à la recherche d'interactions médicamenteuses à propos du cytochrome P450, mais aussi s'il y a des risques d'allongement du QT. C'est raison pour laquelle, effectivement, on fait un ECG au départ et on refera un ECG à J7. Également un ionogramme pour limiter aussi les risques par rapport aux troubles du rythme. Si la méthadone et potentiellement allonge l'espace QT, donc peut favoriser des troubles du rythme, et donc il faut limiter les facteurs favorisant ces troubles du rythme, dont l'hypocalémie. Une fois tout ça, on calcule la dose unitaire. Donc là, le MO est à 80 mg, puisqu'on était parti à 40 d'oxycodone. Donc on est à 80 mg. On prend 10% de la dose. 10%, donc ça fait 10 mg. À J1, le patient, donc, on a arrêté l'opioïde précédent. Il prend à la demande des doses de 10 mg, je rappelle, en laissant 1 heure entre chaque prise et avec un maximum de 6 doses par 24 heures.
Ce patient, à J1, a pris 5 doses. À J2, donc comme il a pris 5 doses, j'ai la possibilité d'augmenter de 30 à 50% la dose unitaire. Et là, je l'augmente, je n'ai pas tellement le choix, je l'augmente donc de 50%, je passe de 10 à 15 mg. Donc à J2, il en prend 4 doses, mais il se plaint de somnolence. Donc, même s'il a pris 4 doses, là, effectivement, il est plus raisonnable de rester à la même dose unitaire. À J3, il prend 2 doses. Il commence à avoir une réelle amélioration de l'antalgie. À J4, il est qu'à 2 doses de 15 mg. À J5 également. Donc, on voit que la dose de méthadone est assez équilibrée et qu'on peut passer donc à 2 doses à partir de J6. Et ce patient a donc 15 mg matin et soir et avec des interdoses possibles de donc 1/10, donc des doses, on va dire là, on va extrapoler à 5 mg. Il n'y a pas de dosage en dessous pour les oraux. Alors, on a mis des feuilles de surveillance avec donc le nombre de prises par 24 heures, la dose, l'heure pour exactement et l'échelle numérique. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on arrive à 5 doses à J1, J2, 4 doses, et J3, J4, J5, on est à 2 doses. Donc, le patient est équilibré. Et on a une réelle amélioration de l'antalgie. Il n'y a plus d'interdoses qui sont données. Également, une surveillance pour les patients donc de la fréquence respiratoire, de l'état de conscience et d'éventuels effets secondaires. Une fois que le patient est équilibré, que la dose est stable, là, pour ce patient, effectivement, il repartait chez lui, il y a un retour à domicile. Donc, on fait un lien avec le médecin traitant. La prescription se fait sur ordonnance sécurisée, comme tous les opioïdes. La durée de prescription, c'est limité à 28 jours, la durée de l'ordonnance, avec une délivrance par période de 7 jours, sauf autre mention du prescripteur. Effectivement, également, il faut suivre le patient pour une évaluation régulière de son traitement antalgique. Je vous en présente un autre, puisqu'il a des caractéristiques un peu différentes. C'est une dame de 47 ans qui a un cancer du sein avec des localisations osseuses secondaires au niveau du rachis lombaire qui sont responsables de douleurs au niveau du bassin et avec des pics douloureux à 7 sur 10 déclenchés par la mobilisation. Là encore, pendant plusieurs mois, la patiente est équilibrée sous scanant, mais qui nécessite une augmentation régulière, malgré une radiothérapie antalgique en plus. Et au mois de septembre, finalement, malgré du scanant 302 fois, la patiente n'est pas soulagée et une hospitalisation pour l'équilibre antalgique est proposée pour cette patiente. Dans un premier temps, nous effectuons un relais PERROS par de l'oxycodone, mais l'antalgie n'est pas au rendez-vous et cette patiente ne sera équilibrée que par une PCA d'oxynorme à 16 mg/h associée à de la kétamine à 50 mg et en plus de la roxine. Malheureusement, chez cette patiente, donc, surviennent des complications septiques sur son porte-à-4, également des recrudescences de la douleur, avec apparition d'effets indésirables neuropsychiques type hallucination, qui rendent le maintien de ce traitement difficile, non seulement par les difficultés de voix d'abord, et en plus par les effets indésirables.
un relais par méthadone est donc est proposé à cette patiente qu'elle accepte. Il faut savoir qu'effectivement, cette patiente avait eu des difficultés à accepter parce que la représentation de la méthadone et le titre et l'évocation de ce traitement pour de la substitution était difficile. Mais là, elle l'accepte et donc une titration est effectuée. Bien sûr, toujours l'accord de la patiente est revenu, le IONO, le CG initial, l'analyse des traitements médicamenteux. Et chez cette patiente, effectivement, on va voir, elle était sous l'aroxine et qui posera des petits problèmes effectivement ensuite. Donc là, par contre, l'équivalent morphine orale, quand on est à 20 mg d'oxycodone par heure, on est largement en équivalent morphine orale, on a une dose supérieure à 300 mg. Et comme on sait que les doses de méthadone ne peuvent pas être supérieures à 30 mg, la dose pour cette dame sera donc la dose unitaire de méthadone donnée pendant la titration sur le AJ1 sera de 30 mg. Donc là, on repart sur un J1. La patiente prend 6 doses à 30 mg. Donc, au bout des 24 heures, la patiente a pris plus de 3 doses. On sait qu'on a la possibilité d'augmenter de 30 à 50%. Là, on augmente un peu moins de 50%. Donc, elle reprend à J2 6 doses de 40 mg. Donc là encore, on va réaugmenter, puisque la patiente est toujours supérieure à 3 doses, on peut réaugmenter la dose unitaire. À J3, donc elle reprend encore 6 doses de 50 mg. On réaugmente encore, puisqu'on est toujours sur des doses qui ne donnent pas d'équilibration. Et à J4, la patiente commence à s'équilibrer avec 4 doses de 60 mg à J4, J5. Étant donné qu'elle a pris 2 jours des doses fixes, on peut se permettre à J6 d'équilibrer et en passant à un traitement de fond à 2 doses. Donc, on prend 120 mg matin et soir. Voilà le tableau qui a été effectué pour cette dame. Elle avait 6 doses, AJ1, 6 doses. On note donc les doses unitaires qui ont été augmentées chaque jour, mais la patiente était toujours à 6 doses. Alors, là se pose effectivement, dans ce cas des relais de patients qui étaient sous kétamine et qu'on passe sous méthadone, en fait, dans notre expérience, dans notre petite expérience, la plupart du temps, puisque le traitement est féroce et que là, en plus, il y avait un souci de voie veineuse, on a arrêté, et souvent, on arrête la kétamine progressivement. Et chez cette patiente, l'équilibre antalgique est obtenu donc à 120 mg 2 fois, avec des interdoses de 20 mg. La patiente est vraiment soulagée et elle ne prend que 0 à 2 interdoses par jour. Elle reste hospitalisée pour d'autres soucis et également on refait un électrocardiogramme et on remarque que l'espace QT a augmenté et passe à 476 millisecondes, le QT corrigé. Et là, finalement, le Laroxyl avait été mis
introduit surtout sur l'effet sur la douleur neuropathique. Et la balance bénéfice-risque nous paraît peut-être pas forcément favorable et on préfère arrêter le Laroxyl qui a deux inconvénients dans les prescriptions concomitantes avec la méthadone. C'est un médicament qui allonge le QT et qui est également un inhibiteur enzymatique. Cette patiente aussi, c'est pour ça que je vous la présente, c'est que cette patiente a posé le problème d'une infection à Candida sur la voie centrale et qui a été posée et elle est traitée par fluconazole. Là aussi, il faut savoir, et c'est important, et vous le reverrez surtout dans les recommandations HAS, il y a des précautions d'emploi et il est recommandé de procéder à l'analyse d'interaction médicamenteuse. Et celle-là, en particulier, à la recherche, quand on instaure un traitement chez des gens qui sont sous méthadone, de rechercher si ce médicament n'a pas d'effet d'interaction médicamenteuse avec la méthadone. Le triflucan, donc, effectivement, est également un médicament qui à la fois allonge le QT, mais surtout est un inhibiteur enzymatique et donc augmente le risque de surdosage. Cette patiente repart ensuite à domicile, restera équilibrée sous 120 mg de méthadone pendant quelques temps. Alors, donc voilà le premier protocole de titration qui est relativement simple, pour lequel on a eu au départ beaucoup d'appréhension de cette période de relargage. Finalement, dans notre petite expérience, on a eu peu d'incidents. Il a fallu baisser la dose unitaire de méthadone à 1 ou 2 patients. La difficulté de ce traitement, de ce protocole, était plus dans la gestion de la douleur des 2 premiers jours. Voilà. Et à l'arrêt brutal, surtout quand on passait par l'arrêt d'une PCA, où les gens étaient habitués à avoir beaucoup d'autonomie par rapport à la PCA, c'était quelque chose un peu compliqué pour eux. C'est la raison pour laquelle, surtout quand comment on appelle ça, Equimet a montré qu'il n'y avait aucune supériorité de l'un par rapport à l'autre des protocoles, on a depuis 1 an mis en place l'autre protocole de titration qu'on appelle avec chevauchement. Donc, on chevauche cette fois-ci avec l'opioïde précédent. C'est pour nous une indication entre le choix de l'un ou de l'autre. C'est surtout si les patients ont du mal à évaluer leur douleur et si ils sont trop liés à leur PCA. Donc, comment fait-on pour ce protocole-là? On va convertir en équivalent morphine orale la posologie de l'opioïde à arrêter, comme la dernière fois. Mais par contre, là, on ne va pas prendre 10% de la dose. On va calculer selon un ratio de conversion qui sera fonction de la dose de MO. Donc, il est plus élevé quand la dose de MO est faible et il est à 8 pour 1 pour les patients recevant plus de 300 mg par jour.
ça fait des calculs où on a l'impression un petit peu savant comme ça. Il y a un autre moyen qui a été donné par une équipe qui utilise beaucoup ce protocole, qui nous dit qu'on fait l'équivalent morphine orale, on le divise par 15, on ajoute 15, et ça nous donne la méthadone journalière. Une fois qu'on a cette méthadone journalière, donc la dose de méthadone quotidienne, on la répartit en 3 prises fixes toutes les 8 heures et toujours sans dépasser 30 mg par prise. Donc au total, on a un patient à qui on va prescrire 3 doses de méthadone avec un respect de 2 heures entre les prises. Et si il a des douleurs, pendant ce temps, il aura droit à 3 interdoses également du même dosage. Alors, je ne pense pas que ce soit encore très simple, mais vous allez voir. Donc, à J1, on réduit de 50% l'opioïde précédent. Le patient a ses 3 doses fixes et il a les possibilités d'interdose du même dosage. À J2, on réduit de 50% également la dose. Il a ses 3 doses fixes, il a ses 3 interdoses si besoin. À J3, il n'a plus du tout d'opioïdes. Il a ses 3 doses fixes de méthadone et 3 doses si besoin. Et à partir de J3, J4, là, on adapte les doses en fonction de la qualité du soulagement. J4, J6, on surveille toujours les risques de relargage. Et une fois l'équilibre antalgique obtenu, 3 doses fixes avec possibilité d'interdose de 1/10 de la dose avec un maximum de 3 par jour. Là, je vais vous illustrer ce protocole donc, avec aussi un cas clinique d'une patiente de 74 ans qui avait un cancer pulmonaire métastatique, qui a d'ailleurs au niveau hépatique et osseux, qui a des douleurs du rachis lombaire et de l'hémi-bassin gauche, malgré une radiothérapie. Elle présente quelques troubles cognitifs également qui sont apparus de façon récente. Cette douleur est accompagnée de brûlures qui sont cotées à 6/10 et majorées par les mobilisations. Cette patiente est traitée par une PCA d'oxynorme à 3 mg/h. Elle consomme en moyenne 5 bolus par 24 heures de 7 mg et les 7 mg semblent sans efficacité notable. Elle est associée de la cortisone, du Lyrica, du Versatis et du Séroplex. Là encore, bien sûr, là je ne l'ai pas remis, mais les interactions médicamenteuses. L'ECG, bien sûr, on fait un bilan biologique également, un ionogramme, et on va calculer donc notre dose de méthadone. Donc, je reprends, on fait le calcul de l'EMO. Donc, l'EMO là est à 200 mg. Et comme on était entre... alors, je reviens sur mon protocole. On était entre 90 et 300 mg. On a divisé par 6. On a divisé par 6, donc notre équivalent de morphine orale. Ça nous faisait 35. Si je fais la méthode de 210 divisé par 15 plus 15, ça fait 30. Si je fais de l'opioconvert, on était à 24 mg par 24 heures. Donc, en fait, une fois qu'on a fait ces différents dosages, on fait un petit peu du doigté en fonction aussi si c'était pour inefficacité ou si c'était pour effet secondaire. Nous, on est parti là donc sur 30 mg répartis en 3 doses. La patiente était quand même relativement âgée, on va être prudent.
on a pris 30 mg répartis en 3 doses, ça fait des doses unitaires de 10. Donc, chez cette dame, AJ1, on a dit dans ce protocole qu'on diminuait de 50% la dose de l'opioïde précédent. Donc, on est passé de 3 à 1,5 mg/h. Bien sûr, il n'y a plus de possibilité de bolus au niveau de la PCA. La patiente reçoit 10 mg 3 fois à dose fixe et elle a la possibilité de prendre la même dose en interdose s'il y a des douleurs qui réapparaissent. Chez cette dame, aucune interdose n'est prise. À J2, on réduit encore de 50%, donc on est à 0,7 mg/h. Donc toujours 10 mg 3 fois 8h, 15h, 22h et ces interdoses 6 douleurs. Et à J3, on enlève vraiment la PCA complètement et le patient se retrouve uniquement sous Orion à 10 mg 3 fois. Donc là, on voit effectivement l'intérêt de ce protocole, c'est que le patient a une diminution progressive de sa PCA et un arrêt aussi progressif. À J4, la dame demande une interdose dans la matinée. Il n'y a aucun signe de surdosage, il n'y a aucun effet secondaire. Par contre, l'antalgie est tout à fait satisfaisante. À J6 également, il y a une nouvelle interdose qui est donnée. Et la patiente donc aura une dose de fond de 15 mg le matin, 10 mg à midi et 10 mg le soir. En fait, l'intérêt aussi, c'est qu'on voit que chez cette patiente, les douleurs étaient plutôt à recrudescence matinale. On peut du coup juste majorer la dose du matin et elle a également une interdose possible de 5 mg 6 douleurs. Là aussi, on n'a pas vu, l'association des traitements à viser sur les douleurs neuropathiques ne porte pas franchement d'intérêt lorsque les gens sont sous méthadone et on diminue progressivement le Lyrica et la patiente sortira sans Lyrica. Le Soluprède est également diminué. On a plutôt décidé de maintenir l'escitalopram, même si on sait qu'il est potentiellement sur l'espace QT. Il peut y avoir un risque, donc on contrôlera le CG. Il est également possible, même si les gens sont sous méthadone et qu'il existe des ADP, d'introduire un phatanil transmuqueux pour ne pas avoir forcément à donner une dose de méthadone supplémentaire qui a une très longue demi-vie. Mais lorsqu'il y a des patients présentent des ADP, il peut être tout à fait judicieux d'introduire un phatanil transmuqueux. Cette patiente est toujours suivie en consultation à 4 mois. La dose est stable de Zorion. Il a même existé une véritable amélioration de ses troubles cognitifs. Alors, les effets secondaires, ils sont similaires aux autres opioïdes. Les deux effets qu'on a rencontrés le plus souvent dans notre expérience, c'est quand même la somnolence et plus souvent aussi également de l'hypersudation. Franchement, des patients qui se plaignent vraiment de cette hypersudation. Comme je vous le disais, finalement, la surveillance de période de relargage se fait de façon précise, mais on n'a pas eu de grosses difficultés avec cette méthode. Au départ, on était un petit peu soucieux et on ne voulait pas introduire de méthadone si le J4, J6 se passait pendant un week-end. Et finalement, à force, voilà, on a eu peu de soucis et on ne
période de relargage tombe un week-end. On n'a jamais utilisé l'analoxone, mais il faut bien savoir qu'effectivement, l'antidote est l'analoxone. Dans les recommandations, il est important d'informer le patient et l'entourage des signes de surdosage et de la conduite à tenir quand le patient retourne à domicile avec sa méthadone. Et aussi avec le médecin traitant, et bien dire aussi aux patients que les associations médicamenteuses sont à surveiller, surtout lors de l'introduction d'un nouveau médicament. C'est ça qui est important. Et contre l'ECG, le risque d'allongement du QT, donc les précautions à prendre lors de nouvelles associations. Alors, dans les précautions, dans les possibles interactions médicamenteuses, il y a deux risques, en fait, ce sont des inducteurs enzymatiques et les inhibiteurs enzymatiques. Dans l'inducteur enzymatique, donc, il va entraîner un risque de sous-dosage. Donc, on voit les médicaments les plus classiques, c'est la rifamycine, les antiépileptiques. Et dans les risques de surdosage, comme je vous le disais tout à l'heure, donc il y avait les antifongiques, comme le triflucan, mais les fluoroquinolones, les macrolides, et certains antidépresseurs, comme la fluoxétine, la paroxétine. Il semblerait que la sertraline et le citalopram sont des inhibiteurs sains. Et on voit effectivement aussi que les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline, entraînent des risques de surdosage. Donc, en fait, ces médicaments sont importants. Quand ils sont introduits ou arrêtés, ils peuvent déséquilibrer un traitement antalgique par méthadone. C'est surtout l'introduction ou l'arrêt qui risque de déséquilibrer. Donc, je redirai deux mots sur le risque d'allongement du QT. Effectivement, il est dit qu'il est allongé s'il est supérieur à 450 millisecondes chez l'homme et 470 chez la femme. Donc, la majoration des risques de troubles du rythme, si association avec des troubles ioniques, avec des médicaments bradycardisants, ou des médicaments aussi allongeant le QT. Alors, pour notre expérience, donc les modes de titration, finalement, maintenant qu'on a fait l'expérience des deux modes de titration, on n'a pas eu, je pense que c'est plus sur l'indication, on va choisir un mode ou l'autre en fonction du patient et de sa capacité d'évaluer seul sa douleur. Les freins quand même à la mise en place de la méthadone, d'une rotation par méthadone, c'est la nécessité d'une hospitalisation qui va durer entre 7 et 10 jours. Ça, c'est un frein pour tous les gens qu'on suit en consultation. La représentation de la méthadone a été un frein, mais je pense qu'effectivement, maintenant qu'il y a une AMM et un nouveau produit comme Zorion, je pense que c'est quelque chose qui va quand même diminuer. Cette AMM dans la douleur cancéreuse justifie franchement la rotation. Alors, concernant les formes gélules, les formes sirop, au début de notre expérience, on était parti sur des formes sirop systématiques qu'il fallait privilégier. Finalement, ces sirops ont un fort goût d'alcool, ne sont pas très bien supportés par les patients et la forme gélule est tout à fait bien tolérée. Donc, il n'y a pas de difficulté. Je vous le redisais tout à l'heure, dans le protocole Stop and Go, la douleur des premiers jours, l'inquiétude d'arrêter brutalement
l'opioïde précédent, en particulier par PCA, est quelquefois quand même une difficulté. Et une difficulté aussi des soignants, c'est quand on peut le voir dans deux patients que je vous ai présentés, c'est que les 6 doses avaient été données sur une période relativement courte. Et quid après 6 doses quand il reste encore plusieurs heures avant la fin du J1. Finalement, ça s'est révélé être la demi-vie. On voit qu'au bout de 6 doses, le patient ne réclame plus avant un très long moment de dose et on passe au J2 sans souci. Mais c'est souvent un stress. Ça nécessite une formation de l'équipe soignante, bien sûr. Elle va administrer un traitement, un nouveau traitement. Il faut qu'elle soit formée aux risques, aux effets secondaires, à la surveillance. Dans nos freins aussi à la rotation, qui maintenant vont tendance à s'amenuiser, c'est un patient qui en soins palliatifs en phase un petit peu tardive, le risque que la prise féroce ne soit pas possible pendant très longtemps nous a limité peut-être le nombre de rotations. Et maintenant que le méphénon est possible en ATU avec effectivement un délai de 24 heures pour l'optation, eh bien, ça sera un frein certainement moindre. Et nous avons fait l'expérience, au moins une fois, d'avoir un relais par méphénon pour un patient qu'on avait mis sous méthadone. Voilà, j'espère que j'ai pas été, j'espère que j'étais à peu près claire. Je vous remercie. C'était très clair et très complémentaire, enfin, j'ai trouvé. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, j'invite à tous ceux qui ont des questions à les poser par chat pour peut-être parfaire votre connaissance et votre envie d'utiliser la méthadone. Pour commencer, j'avais peut-être moi-même 2 questions. D'abord, et tu l'as un petit peu évoqué, Marie-Louise, mais quand vous avez des patients sous méthadone et que vous avez des douleurs liées aux soins, ou quels médicaments du coup utiliser? Alors, j'ai vu que tu utilisais les fentanyl transmuqueux. Est-ce que c'est toujours le cas? Et après, j'avais peut-être une deuxième question. Chez les patients du coup insuffisants rénaux, est-ce que vous avez tendance à proposer la méthadone plus tôt que chez un autre patient? Merci. Effectivement, par rapport à l'avant-soin, étant donné que la demi-vie de la méthadone est très longue, même si le délai d'action est relativement court, on a peu tendance à l'utiliser pour des soins douloureux. Et on privilégiera soit le transmuqueux, effectivement, à cause de la durée d'action qui me paraît un peu longue. Concernant l'insuffisance rénale, effectivement, parmi les critères de rotation, l'insuffisance rénale est toujours important. Un bon critère pour envisager une rotation. Est-ce que tu es d'accord, Philippe, avec ça? Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Hein. Comme la question t'était posée à toi, je suis resté calme. Cécile, on ne t'entend pas. Hein. Ah, il est coupé, son micro. Cécile, ton micro est coupé. Oui, je pense que réellement, la méthadone est un excellent produit chez l'insuffisance rénale. J'ai eu plusieurs patients sous dialyse qui étaient traités par méthadone. Ça permettait, lors de la dialyse, et notamment d'éviter la période extrêmement douloureuse qui suit la dialyse, parce qu'il reste quand même un petit peu de méthadone par la suite. Et l'action rapide de la méthadone, et en sachant quelles sont les doses que prenait le patient antérieurement, fait que
les périodes d'inconfort sont nettement moins importantes à l'issue des dialyses. Et puis, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je l'utilise beaucoup chez les personnes âgées aussi, à petite dose, bien évidemment, en faisant attention. Mais c'est un produit qui semble intéressant parce que chez la personne âgée, ce que j'ai remarqué, maintenant, il faudrait faire une étude, hein, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de troubles cognitifs opioïdo-induits qu'on peut en avoir avec simplement de la morphine ou avec de l'oxycodone. Et ça, c'est juste une impression, hein. Je ne peux pas l'affirmer puisque ça n'a pas été encore étudié. Mais ouais. Parmi les effets indésirables des autres opioïdes, quand ils concernent effectivement les troubles neuropsy, qu'on a fait des rotations, on a quand même eu une amélioration. Ah oui. Oui, ça peut être même spectaculaire, hein. Ouais. Ça peut être spectaculaire. Et j'avais des collègues qui sont d'ailleurs dans l'étude Equimètre et qui étaient des gens habitués dans des situations extrêmes de mettre pas mal de cathéters intratécaux et autres, et qui ont stoppé, pas toutes leurs administrations intratécales, mais qui, grâce à la méthadone, ont diminué quand même de manière importante les indications d'analgésie intratécale. Ah ouais. Alors, je rebondis sur des questions. Il y en a déjà plusieurs là sur le chat. Je ne sais pas si vous les avez visualisées. Docteur Sambarino qui demande si les équipes utilisent des PCA de méphénon. Est-ce que vous avez notion de ça? Oui. Je pense, il y a l'équipe de Diaconès apparemment qui en utilise. Stéphane Picard là, qui avait proposé son expérience lors d'un congrès de la sauce par rapport à cette PCA méphénon et qui m'avait du coup donné un ratio, lui, entre la méthadone péros et l'IV de méphénon à 80%. C'est vrai que Stéphane Picard a une habitude importante du méphénon. Par contre, pour obtenir l'ATU, il faut que le patient soit déjà traité par la méthadone et qu'on envisage ensuite l'arrêt de la méthadone orale pour des raisons qui sont des raisons acceptées par nos autorités. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours un peu améliorer la situation si on veut obtenir du méphénon pour certains patients. Lui, en plus, a eu la possibilité d'avoir directement dans sa pharmacie le produit disponible et de pharmacien de l'ANSM à pharmacien de son hôpital. Il a un stock et ce stock peut être utilisé dès qu'il obtient l'autorisation de l'utiliser venant de la NSM. Et donc, certaines fois, il a pu traiter des patients directement, sans passage par la méthadone péros dans certaines circonstances. Ah bon? On a aussi une autre question donc, une question sur est-ce que vous avez observé une bonne efficacité chez des patients qui avaient des douleurs réfractaires intenses en fin de vie de la méthadone? Oui, c'est pas le traitement miracle, mais ça permet quand même, je dirais, de soulager un certain nombre de patients. Le seul problème, c'est la limitation liée à l'administration du produit, puisqu'il doit être péros. De temps en temps, il y a des patients qui ont des sondes d'alimentation. Alors là, on peut aller jusqu'au bout avec la méthadone. Autrement, effectivement, il faut avoir recours à l'utilisation parentérale. Mais le ratio que j'ai donné, si vous n'avez pas de méphénon, le ratio que j'ai donné, c'est celui qui semble marcher le mieux, c'est-à-dire même dose de morphine IV que de méthadone orale par 24 heures. Plus ou moins, dans certains cas, s'il y a réapparition d'une douleur neuropathique, administration de kétamine à petite dose pour compenser au niveau de la douleur neuropathique. Mais le plus souvent, ça se passe relativement bien parce que ce sont des patients qui sont tellement fatigués en fin de vie,
avec une insuffisance rénale majeure, et ça participe en gros à une sédation. Il y a le docteur Tesson qui interroge en fait l'aspect qualitatif de la douleur et il énonce sa question comme ça. La titration se base apparemment essentiellement sur le nombre de doses journalières, plus que sur l'évolution de l'élévation quantitative de la douleur. En pratique, j'imagine qu'il y a tout de même un mix ou au moins une pondération. Qu'en dites-vous? Vous pouvez relire la question sur le chat si c'est ça. Ou je peux la relire de façon plus bien sûr qu'on ne se base pas uniquement sur le nombre de doses journalières et que les protocoles sont des protocoles, ça nous guide, mais le bon sens clinique fait que on peut à tout moment être amené à prendre à s'écarter légèrement des protocoles. Et heureusement d'ailleurs, parce que quand on voit que chez un patient, il commence à arriver des signes de surdosage, bon, sortir du protocole, c'est les administrations 3 fois par jour, régulières, sont de temps en temps, à un certain moment, pas forcément indispensables, et notamment au moment de l'équilibration. D'ailleurs, on l'a très bien vu dans l'étude EQUIMET, puisqu'il y a des violations du protocole, et que les violations du protocole sont essentiellement justement chez les patients qui prennent des doses régulières. On ne leur a pas donné, on a sauté une prise. Hein. C'est un peu comme ça que ça a été interprété, et on a vérifié sur les dossiers, et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'administration régulière, c'est très bien, mais d'un autre côté, il faut surveiller de près les patients parce qu'il peut y avoir des signes de surdosage, et on peut éviter par la non-prise d'une dose prévue à ce moment-là des problèmes plus graves qui pourraient survenir. Je voulais, moi, rebondir sur la remarque de Marie-Louise tout à l'heure, puisque j'ai eu la chance de travailler à ses côtés pendant de nombreuses années. Je la remercie d'avoir amené le protocole du méthadone dans le service de la Seine-sur-Mer, parce que c'est vraiment elle qui a porté la mise en place des protocoles. Et en fait, au départ, on avait beaucoup de mal à mettre en place la méthadone auprès des patients, par manque de formation des soignants, et qu'en fait, ça va vraiment ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire adhérer un patient à un tel protocole s'il y a une méconnaissance du produit et si les soignants en avaient quand même très peur, il me semble, au départ, parce que ce n'était pas connu, parce qu'il y avait beaucoup de représentations autour de ce médicament, et qu'il y a eu tout un travail en fait de formation des équipes, et donc effectivement avec tous les protocoles de surveillance qu'elle vous a montrés. Et en fait, le retour qu'on en a eu quand même avec l'expérience, c'est que une fois que c'est connu et que les équipes se sont familiarisées avec le médicament, ce n'était pas si compliqué. Et c'est vrai que ça a donné des résultats très intéressants. J'ai une question d'une infirmière très timide qui me l'adresse par portable, par texto, et que je trouve très pertinente. Elle me demande la place des paliers 1 dans la co-antalgie, et je trouve que c'est intéressant aussi de se poser la question. On sait que les paliers 1 potentialisent les morphiniques. Est-ce que c'est le cas avec la méthadone également? Je ne crois pas. L'utilisation des paliers 1, de toute façon, peut être intéressante dans certains cas, mais systématiquement, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais on sait quand même que plus on multiplie les mécanismes d'action qui sont totalement différents, hein. Il y a des récepteurs centraux au paracétamol, mais qui ne sont pas les récepteurs opioïdes, eh bien, on peut avoir une diminution des doses d'opioïdes qui sont requises. Donc, ça arrive qu'on puisse potentialiser certaines choses avec du paracétamol. Mais en réalité, si la méthadone marche bien, si elle est bien supportée, j'ai tendance à dire, comme ma collègue, qu'il ne vaut mieux pas mélanger les choses. Mais c'est juste une impression. Ça n'a pas été formellement démontré, là. D'accord, il n'y a pas d'études ayant montré… Je crois pas qu'il y ait d'études qui aient été faites. Déjà, c'était tellement compliqué, on a mis 4 ans à faire l'étude pour 150 malades.
une étude Equimet parce que c'est très lourd. Et puis les autorités sont particulièrement sévères. La conception du protocole a demandé plus d'1 an, avec des allers-retours fréquents. Donc c'était pas si simple que ça. Par contre, c'est une étude qui a bien passé sur le plan international. Le seul problème, c'est que nous avons recommandé un minimum d'environ 7 jours, d'une semaine d'hospitalisation, et ça, c'est pas réalisable partout. Déjà en France, c'est pas simple, mais dans des pays où l'hospitalisation coûte, enfin, elle coûte de toute façon, mais coûte directement à l'assurance des patients, eh bien, ça n'est pas possible. Bruera, qui est donc un collègue à Houston, au MD Anderson, m'a dit « Philippe, ton étude, c'est fantastique, mais moi, je ne peux pas l'appliquer aux États-Unis, c'est impossible. » Et pourtant, j'aime beaucoup la méthadone. Je ne peux pas garder les patients hospitalisés pendant une semaine pour simplement un problème de douleur. Leurs assurances ne les prennent pas en charge. Pour simplement un problème de douleur. Oui. Oui, mais ça, c'est la mentalité US. Un peu dans ce sens-là. Oui, pardon, vas-y. Moi, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a un lien entre les risques de relargage et le surpoids et la masse graisseuse? Moi, je dirais non, mais D'accord. c'est juste l'expérience. D'accord. Alors, il y a une question, mais je pense que la réponse est assez simple. La douleur évolue dans le temps. La question, c'est est-ce que les adaptations de traitement nécessitent des réhospitalisations? Et il me semble que non, en fait. Une fois qu'il y a des réadaptations, on peut les faire en ambulatoire, en consultation douleur. Oui, une fois que le patient a été correctement, la douleur a correctement été déterminée avec une dose spécifique de méthadone, si à un moment donné, il y a une augmentation de cette douleur, l'augmentation peut se faire classiquement avec des augmentations de 30 à 50% qui se font à domicile avec une surveillance téléphonique. Il n'y a pas besoin de hospitaliser les gens. Et bien souvent, une simple augmentation suffit à rentrer totalement dans l'ordre. Du coup, quel lien vous faites avec les médecins traitants par rapport au suivi de ces patients en ambulatoire? Est-ce qu'il y a un lien particulier? Ce sont les médecins traitants qui vont être de toute façon qui vont pratiquer la prescription et le suivi des prescriptions. Ça, on peut pas on doit le leur laisser. Alors, certains sont un petit peu en difficulté, d'autres, ça ne les gêne pas. Et de toute façon, ce qui est important, c'est que nous nous tenions à disposition des médecins traitants pour leur répondre si jamais il y a la moindre question qui soit, ou s'ils ont le moindre doute que ce soit. Alors, je dirais que maintenant, comme je travaille en HAD, en unité de soins palliatifs, mais là, en ce moment, j'ai repris un peu l'HAD parce qu'ils sont en difficulté avec la démographie médicale. On commence à équilibrer des patients en HAD. J'ai vaguement susurré ça à l'oreille de la NSM, qui n'avait pas l'air complètement horrifié par le fait que nous fassions des équilibrations pour les patients les plus simples en hospitalisation à domicile. Donc là, je pense qu'on va essayer de monter une étude pour montrer que ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Parce qu'il me semble quand même qu'on en parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a des risques, mais si on fait les choses sérieusement, a priori, ils sont quand même minimes par rapport à la prise classique de n'importe quel autre opioïde. L'insuffisance rénale, ça peut être dramatique chez quelqu'un qui prend de la morphine. Et vis-à-vis de l'insuffisance hépatique, il y a une vigilance particulière à avoir? Ça peut poser des problèmes, mais ça n'a pas été étudié. Donc, on se base sur… Par contre, ce qui est important, c'est l'introduction d'autres médicaments qui sont consommateurs de cytochrome P450. Alors, c'est le P450, ce n'est pas le 2D6 pour la méthadone,
contrairement à l'oxycodone avec le 2D6 où ça peut poser problème. Le P450, c'est celui qui est abondant en quantité. Bon, bien sûr, il peut s'épuiser lorsqu'on donne beaucoup de médicaments qui nécessitent d'être éliminés et métabolisés par le cytochrome. Mais en gros, il y a quand même suffisamment de P450 la plupart du temps pour que les choses se passent bien. Alors, on a une question chez les patients qui sont sous la question, et je vais vous la lire. Avez-vous une expérience chez les patients sous méthadone pour sevrage de toxicomanie qui ont des douleurs cancéreuses? On associe de la morphine ou on augmente la méthadone? Là, j'ai un cas en ce moment que je suis avec un patient qui est toxicomane depuis l'âge de 14 ans et qui arrive à la soixantaine. Il a arrêté totalement toute toxicomanie, quelle qu'elle soit. Alors, ça allait il prenait de tout, hein, en gros. Il a totalement arrêté et on a traité ses douleurs en remettant de la morphine. Ça semblait marcher, puis ça ne marchait plus. Donc, on a essayé d'autres choses, etc., etc. Finalement, là, on est en train de l'équilibrer sous méthadone. Ça va peut-être participer à son sevrage parce que ce monsieur qui était toxicomane à surtout des opioïdes et du cannabis, maintenant est devenu toxicomane aux benzodiazépines. Et le fait de le mettre sous méthadone nous permet très progressivement de diminuer son addiction aux benzodiazépines. Mais c'est juste un exemple. Donc, sevrage toxicomanie sous méthadone chez des patients cancéreux avec des douleurs, bon, c'est un peu compliqué. Et si les patients sont déjà sous méthadone et que l'on doit à ce moment-là les traiter pour leurs douleurs, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux augmenter la méthadone maintenant. Ce que je ne disais pas il y a une dizaine d'années, où je disais on ne mélange pas les choses, un peu comme le fait la NSM. En réalité, il me semble que l'augmentation des doses de méthadone participe à l'amélioration de la douleur, mais il faut des doses qui sont assez élevées par rapport à des doses classiques. Et ça, c'est de l'expérience. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'études prospectives encore sur la méthadone en tant que co-analgésie. Cependant, on l'utilise de plus en plus. Quel est votre retour d'expérience sur cette utilisation-là? Alors moi, je l'utilise de temps en temps, mais pas systématiquement. Et quand on assistait au congrès de la SFAP il y a 2 ans, là où le collègue canadien est arrivé et qui a montré ça, tout le monde est passé systématiquement, pratiquement, du moins dans les soins palliatifs, à la co-administration de méthadone. Ça a plu, ça. C'est un message qui a vraiment plu. Rien pour le moment ne démontre que c'est efficace parce qu'il n'y a pas d'études qui l'aient démontré. Néanmoins, il me semble important de faire en sorte que on fasse une étude prospective. Et là, je pense que la SFETD, dans son groupe douleur du cancer, est en train de préparer une étude à laquelle j'espère pouvoir participer pour justement essayer d'étudier ce problème de co-antalgie. Merci. Philippe, pourquoi le dosage de Zorion, il n'y a aucun dosage inférieur à 5 mg? C'est la NSM qui a refusé. D'accord. Justement, ils ne veulent pas qu'on fasse de la co-antalgie. Ah ouais. Ils ne veulent pas qu'on fasse de la co-antalgie. Alors bon, c'est vrai que 5 mg de Zorion par jour, c'est pas énorme. Donc, on peut le donner une fois par 24 heures. D'accord. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une indication. Hein. Donc, quand ce sont des douleurs neuropathiques,
ou bien qu'on a eu aussi à certains moments des augmentations importantes de doses qui faisaient évoquer des problèmes d'hyperalgésie ou des problèmes de tolérance aiguë. Donc là, bon, ça me semble tout à fait indiqué de le tenter, même si on n'a pas la preuve que c'est vraiment efficace. En ce qui concerne les traitements de la douleur neuropathique, on a vu dans les deux cas cliniques, enfin dans deux des cas cliniques de Marie-Louise que vous aviez arrêté l'Aroxyl et le Lyrica. Donc, bon, c'est des cas cliniques. Je ne sais pas quelle est ton expérience, Philippe. Et est-ce que Marie-Louise, du coup, vous arrêtez les traitements antidouleurs neuropathiques un peu systématiquement? Quel est votre retour là-dessus? Ben, on peut tenter une diminution lorsque les patients sont parfaitement équilibrés, diminution des doses progressive. Et puis, dans certains cas, ça fonctionne très bien. La méthadone est quand même un bon produit pour les douleurs neuropathiques. Alors, on discute plus ou moins son efficacité, ça c'est encore des histoires de passage entre l'homme et l'animal, d'études qui ont été faites chez l'animal, et puis on n'est pas sûr que chez l'homme ça soit exactement la même chose. Donc il y a certains qui remettent en cause la participation du NMDA dans cette avec la méthadone et dans la douleur neuropathique. Bon, ça c'est. Je tiens quand même à rappeler que on a fait une. C'est pas encore publié parce qu'on a été coincé avec la crise Covid, mais le groupe Intersociété douleur, soins palliatifs, SFAP, donc AFSOS et SFETD, on a fait une revue de la littérature sur la douleur neuropathique dans le cancer. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait sur le cancer. Tout ce sur quoi on se base à l'heure actuelle, c'est sur la douleur neuropathique en général. Et le meilleur traitement, selon toutes les études qui ont été faites, des douleurs neuropathiques chez le patient cancéreux, c'est les opioïdes en premier, avec une efficacité qui est importante. Le NNT dans la douleur neuropathique, il est de l'ordre de 2 pour les opioïdes, il n'est que de 8 ou 9 pour la prégabaline. Donc, quand on sait que si on traite chez le patient cancéreux un malade sur 2 avec des opioïdes, on aura une action sur la douleur neuropathique, alors que pour la prégabaline, il faut en traiter 8 ou 9, c'est quand même intéressant. Et l'autre traitement qui fonctionne bien, mais qui est aussi mal toléré, ce sont les antidépresseurs tricycliques, qui sont avec un NNT aux alentours de 3-4. Est-ce qu'il y a un intérêt à associer des anti-NMDA entre eux ou pas? Alors là, j'en sais rien. Mais il n'y a pas beaucoup d'anti-NMDA, parce que kétamine plus méthadone, oui. Il y en a d'autres d'anti-NMDA? La kétamine a un effet anti-NMDA. Oui, kétamine plus méthadone, ça serait peut-être une association possible, mais enfin bon. Je sais que on l'a pratiqué lorsqu'on a arrêté, nous, la méthadone pour passer à la morphine parce qu'on n'avait pas de méphénon. Et on a ajouté de temps en temps de la kétamine. Mais les deux associés, je ne l'ai pas vu. Par contre, ce que notre collègue a fait à la Seine, en diminuant les différents traitements antidouleurs neuropathiques, que ce soit des antidépresseurs ou des anticonvulsivants, ça me semble tout à fait indiqué chez des patients qui n'en ont peut-être plus besoin s'ils sont traités par méthadone. D'accord. Alors, il y a une autre question sur le relais IV. Donc, si on doit passer en fait du Péros à l'IV, dans quel délai on doit débuter la PCA de morphine ou le méphénon IV après l'arrêt de la méthadone? Moi, j'irai immédiatement après. Mais... Vous avez dit? Immédiatement après, on arrête l'administration. Si on devait donner une méthadone, je ne sais pas, 2 heures plus tard, et ben on met la pompe 2 heures plus tard, et puis voilà. Oui, c'est ce qu'on a toujours fait. Oui. C'est du stop and go.
Je suis la voix innocente, Marie-Louise. Après, moi, j'aurais une autre question. On voit bien que, est-ce que pour vous, ça a un intérêt de vraiment faire des rotations d'opioïdes multiples avant la méthadone? On dit que maintenant, c'est en deuxième intention dans la douleur du cancer. Est-ce que… Alors, il faut bien relire l'AMM. Je me suis fait avoir. Ah bon? En relisant bien l'AMM, c'est utilisation de la méthadone après les autres opioïdes. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 tentatives. Regardez bien. Alors que moi, je pensais qu'une fois qu'on avait utilisé un opioïde, que ça ne marchait pas, et qu'on pensait, parce que la méthadone, il y avait une douleur mixte, etc., ce serait certainement plus indiqué, de l'effet. Mais j'ai sous les yeux les recommandations HAS. Oui, auquel j'ai participé. Et Voilà. je sais que on a poussé parce qu'on était plusieurs à croire dur comme fer que c'était ça. Et là, on est en train de faire les recommandations HAS pour éviter les mésusages des opioïdes parce que bon, c'est la mode. Et puis l'utilisation donc chez les toxicomanes et autres des opioïdes pour toutes les douleurs chroniques, douleurs du cancer, etc. Et ben là, on s'est fait reprendre par la NSM qui est intraitable. On a changé d'interlocuteur entre-temps. Et là, c'est niet. Donc, tout ce qu'on avait écrit, et on a repris des textes carrément dans ce qu'on avait fait un an plus tôt au niveau de la presse. On a représenté le truc et c'est retoqué par la NSM. Ce qui fait que vous allez avoir de nouvelles recommandations qui vont pas. Connexion. Ouais. On a perdu. On a perdu Philippe. Il va revenir. Parce qu'effectivement, sur les recommandations que j'ai sous les yeux, il y a marqué… On ne profite pas, Marie-Louise. Hein. Ouais, il y a marqué en cas de douleur rebelle liée au cancer après une évaluation effectuée par une équipe spécialisée et en deuxième intention après échec d'au moins un traitement opioïde bien connu. Donc en fait, il a l'air de dire que… Il a l'air de dire que c'est 2 plutôt. C'est plutôt 2. Ok. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'on ne saura jamais. Il est peut-être parti là. Peut-être qu'il est parti. Il est parti. Sur la question des supérieures acidoses, justement, qu'on avait posée à Philippe Poulain et qui nous avait dit vous donnez une 7e. Mais en fait, finalement, dans notre expérience, c'est quelque chose qui posait souvent un souci, mais qui ne s'est quasiment jamais présenté. Et quand on revoit sur le PowerPoint, je ne sais pas si je peux vous le remontrer, on voit bien que souvent, une dose peut être à 17 heures et on s'est aperçu que finalement, la demi-vie de la méthadone commençait vraiment à s'établir. Elle peut être extrêmement longue. Je pense que la question est de savoir quelle attitude avoir s'il y a une consommation des 6 doses en deçà des 24 heures. Quelle conduite à tenir? Voilà. Là, en fait, on s'aperçoit que la première dose, il y a l'heure, voilà, 9h50 et à 20h40, il y a déjà 5 doses. Et là, la nuit commence et on se dit, mince, comment ça va se passer cette nuit? Finalement, à 4h45, et après, la dose suivante, il y a un délai qui devient de plus en plus long entre les doses. Parce que la demi-vie de la méthadone est très longue.
Ce qui veut dire en fait, Marie-Louise, que vous n'avez pas eu de situation où vous auriez eu besoin de donner une 7e dose. Non, on l'a eu qu'une fois et on l'a donné. Voilà. D'accord, ok. Bon, Philippe avait effectivement du mal à se reconnecter comme vous avez pu le voir. C'est ce qu'il me dit aussi par SMS, qu'il n'arrive pas à rétablir la connexion. Bon. Alors, je vous propose de conclure la soirée. Oui, on va peut-être conclure la soirée. Je suis ennuyée de ne pas pouvoir remercier Philippe de son intervention, mais Cécile, tu pourras le faire de la part de tout le monde. Donc, merci à nos 2 intervenants pour vos présentations qui étaient très éclairantes sur l'utilisation de la méthadone dans la douleur cancéreuse en soins palliatifs, qui est en train clairement de se démocratiser et qui a une efficacité qui est très intéressante. Avec voilà, un éclairage sur l'étude qu'a présentée Philippe, et puis très complémentaire la présentation de Marie-Louise avec des cas cliniques concrets. Donc, merci à vous, merci à tout le public de la soirée, merci d'avoir été présent et de vos nombreuses questions et de vos interactions. C'est toujours très intéressant de pouvoir passer ces moments ensemble, même si c'est derrière un écran, mais en tout cas, c'est une autre façon de continuer à se rencontrer. Notre prochaine soirée sera le lundi 14 juin. Ce sera l'Assemblée générale de notre association. On est bien incapable de vous dire à ce jour si ce sera en présentiel ou en visioconférence, ou en distanciel, comme disait Cécile tout à l'heure. On ne manquera pas de vous tenir au courant et dans tous les cas, on s'adaptera comme toujours. Lors de cette soirée, quoi qu'il en soit, on a convié Madame Sabine Perrier, qui est responsable de la FISP, donc la Fédération francophone internationale des soins palliatifs. Et à cette occasion, elle viendra nous parler des soins palliatifs et de l'accompagnement dans les pays africains. Voilà. Dès qu'on en sait plus, on vous tiendra au courant sur le site de la PSP ou sur les invitations par mail qui vous sont envoyées habituellement. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. À bientôt. Merci, Frédéric. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À tout le monde. Il y a un petit message qui apparaît là. Je ne sais pas qui a mis un message. Merci beaucoup. Bonne nuit. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Bonne soirée, Lucette. Merci à tout le monde. Je vais clôturer la soirée. Donc, merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.